On va poursuivre avec une nouvelle question sur les talents. Comment attirer les talents? On souhaite évidemment vous entendre, les attirer, mais aussi les conserver, alors que l'Union européenne est confrontée, et vous le savez, à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Elle doit aussi faire face au vieillissement de sa population. Dans ce contexte, la Commission a émis l'idée de créer un réservoir européen pour pouvoir poursuivre les recrutements. Question qui vous est posée aujourd'hui par Alexandre Farot, président du MEDEF Grand Est. Bonjour à toutes et tous. Alors, cette question, c'est la démographie européenne est préoccupante. Et pour rester dans la course de l'innovation, nous devons attirer des talents. Êtes-vous d'accord pour la reconnaissance mutuelle des qualifications en général et dans les technologies de l'information et de la communication en particulier? Et c'est à Marion Maréchal que je vais demander d'ouvrir le bal des questions et des réponses. Oui, alors sur la question des talents, j'ai envie de vous dire que le sujet pour moi, il est d'abord national avant d'être européen, parce qu'avant de parler d'harmonisation sur la reconnaissance des diplômes, sachant qu'on est déjà très intégré sur les équivalences de diplômes au niveau européen et même au-delà dans le cadre des accords de Bologne. Il y a la question de savoir comment on crée des talents encore aujourd'hui en France. Et là, pardonnez-moi, mais c'est le sujet aujourd'hui de l'état de notre école, de l'état de notre université. Je ne vais pas vous refaire le diagnostic sur le classement PISA. Je ne vais pas non plus vous refaire le diagnostic sur, selon moi, l'un des drames aujourd'hui qui gangrène notre enseignement à travers l'activisme woke qui s'exprime à tous les étages. On pourrait aussi parler des choix d'orientation qui sont faits. On jette des dizaines de milliers d'étudiants dans des filières sans débouché et sans lendemain, sans répondre évidemment aux besoins, en particulier sur les métiers d'ingénieurs et les métiers manuels. Donc je ne crois pas que ce soit l'Union européenne qui soit aujourd'hui en capacité de pouvoir créer ces talents. Et en ce qui concerne évidemment la pénurie de main-d'œuvre, j'alerte une fois de plus sur le fait que nous avons aujourd'hui dans notre pays 6 millions de chômeurs, plus de 1,5 million de jeunes qui sont en âge de travailler et qui ne travaillent pas, qui sont sans activité, sans formation, sans emploi, que nous avons un nombre de plus en plus important de personnes au RSA et qui ne sont pas nécessairement en parallèle inscrites à Pôle emploi. Donc moi j'aimerais qu'on questionne un peu un modèle dans lequel on a un taux de personnes sans activité en âge de travailler aussi important et que dans le même temps on continue de vouloir importer des personnes pour combler ces pénuries sans tenir compte d'ailleurs de toutes les conséquences sociales, culturelles, sécuritaires, identitaires que cela peut poser sur le moyen long terme. Maintenant, j'ai vu un certain nombre de mesures, évidemment, typiquement sur l'Erasmus, le fait de développer davantage vers l'apprentissage me semble bien sûr une bonne idée. Et je voulais parler des concentrations sur les champions européens, mais je n'aurai pas le temps. J'ai pas le temps? Non, je suis punie. Okay. Non, je crois que malheureusement, on est déjà très en retard. On va poursuivre avec vous, si vous le voulez bien, Marie Toussaint, sur cette question effectivement des talents. Bonjour Monsieur Farot, et d'abord, merci pour votre question, et je vous réponds par un mot, oui. Alors je vais dire un peu plus, parce que sinon ce serait un peu court. Donc je vais vous dire deux choses un peu différentes. La première chose, c'est au sujet de cette formation, et de cette formation qu'on doit porter au niveau européen. Et dans ce cadre-là, je veux commencer par vous dire qu'il faut sauver l'école publique. Et je suis députée européenne, je vois bien la situation, on entend souvent que la France est tout en haut, etc. La France est l'un des pires pays en matière de ratio d'élèves par enseignant. On a besoin de sauver l'école publique, sinon ça veut dire qu'on trie et qu'il y a une partie de votre future main-d'œuvre qui est laissée de côté alors qu'elle pourrait être excellente. On a aussi besoin d'accompagner la jeunesse et pour ça, nous plaidons et nous proposons un revenu de formation pour les jeunes partout en Europe, un revenu qui leur permettrait de suivre la formation qu'ils souhaitent. Nous soutenons vos propositions sur le déploiement de l'apprentissage, sur les pôles universitaires européens ou encore sur l'impérieuse nécessité d'investir 3% du PIB dans la recherche et l'innovation. Tout cela, nous l'avons en partage et c'est absolument essentiel. Mais on a aussi besoin de se battre pour l'attractivité des métiers. Et je ne parle pas seulement de l'agriculture ou de la pêche, qui perdront 50% de leurs effectifs dans les 10 années qui viennent, et où il faut absolument rendre attractifs ces métiers-là, si on veut qu'il puisse y avoir une reprise. Mais je parle aussi des conditions de travail. Et il faut écouter les syndicats quand, par exemple, ils demandent un plan zéro mort au travail, quand, par exemple, ils demandent à légiférer sur les temps de travail par température extrême. Tout cela, il faut le faire. Je finirai en disant que dans la transition, il va y avoir des secteurs qui vont devoir fermer.
Il va y avoir des secteurs qui vont devoir se transformer. Que la main-d'œuvre, ce sera peut-être pas la même, que les compétences, ce sera peut-être pas la même avant et après. Et donc pour cela, on a besoin d'un pacte pour l'emploi au niveau européen qui garantisse une formation continue tout au long de la vie. Je crois que c'est aussi votre proposition. Donc là-dessus aussi, on peut peut-être y travailler ensemble. Merci beaucoup, Marie-Toussaint Manon-Aubry. C'est à vous sur cette question des talents. Merci beaucoup. Et c'est une question intéressante à deux égards. La première, c'est qu'il y a des talents qui travaillent mais qui n'ont pas le droit de travailler. Puisqu'il était question précédemment de pénurie de main-d'œuvre, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dans l'hôtellerie, cuisine, aide aux personnes âgées, etc., qui sont des travailleurs sans papier et qui aujourd'hui travaillent dans de mauvaises conditions, et pour autant qu'un certain nombre de vos entreprises embauchent et font travailler. Et j'en veux pour preuve l'Union des métiers de l'hôtellerie ou la Fédération des particuliers de l'employeur qui demandent la régularisation de ces travailleurs sans papier. Donc la première question face à la pénurie de main-d'œuvre, c'est de légaliser ceux qui sont en situation aujourd'hui de travail dans notre pays et qui ne bénéficient pas de la protection sociale qui va avec. Et la deuxième chose que je voulais dire, et pardon, c'est peut-être le moment où je vais casser l'ambiance, en vous posant une question directe. Qui pense ici dans cette salle avoir 1700 fois plus de talent qu'un de ses salariés? Et sans surprise, personne ne lève la main. Personne ne lève la main parce que la question du talent, elle ne s'apprécie pas dans des proportions complètement déconnectées de la réalité. Et évidemment, je veux parler ici du revenu indécent, à mon sens, de Carlos Tavares, qui gagne 36 millions d'euros par an, qui s'est augmenté de 56%. Il faut comprendre à quel point c'est indécent et inacceptable, y compris pour les salariés de cette entreprise. Et je vais poser une dernière question. Qui ici touche plus de 20 fois le salaire du plus petit salaire de son entreprise? Voilà. Et ce sont les entreprises de notre pays. Évidemment que la plupart des dirigeants d'entreprises ne touchent pas 20 fois le salaire minimum de leur salarié le moins bien payé. Et j'ai envie de prendre en mot M. Tavares qui disait « Si vous considérez que ce n'est pas acceptable, faites une loi ». Alors je propose une chose assez simple, de limiter les écarts de salaire de 1 à 20. Ça laisse, si vous avez un employé au SMIC, plus de 20 000 euros, plus de 30 000 euros même par mois. Je pense que c'est assez confortable, mais si vous voulez être payé davantage, il suffit juste d'augmenter le plus petit salaire, et je suis sûre que tout le monde sera gagnant. Merci Manon Aubry. Jordan Bardella, c'est à vous sur cette thématique des talents. Je suis tout autant inquiet par l'immigration que par l'émigration. Et c'est un sujet dont malheureusement trop peu de mouvements politiques parlent et se préoccupent. Nous avons chaque année en France 200 000 jeunes qui quittent le pays parce qu'ils ne trouvent pas l'opportunité pour vivre et travailler en France. Alors évidemment, oui à l'harmonisation éducative, enfin en tout cas dans la reconnaissance des titres éducatifs et des diplômes au niveau européen, ça a été rappelé, il y a déjà des avancées qui ont été faites dans ce domaine et je pense qu'elles sont positives. Moi je pense que nous avons un capital humain qui est l'un des plus riches aujourd'hui d'Europe et de l'OCDE. La meilleure preuve, c'est évidemment les talents et les entreprises qui émergent dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est la plus grande révolution technologique qui nous attend dans les prochaines années et qui voit s'exporter partout en Europe, partout dans le monde, y compris d'ailleurs aux États-Unis, des chercheurs français qui viennent de Polytechnique, qui viennent de Cachan. Nous avons les meilleures ressources humaines, mais nous n'arrivons pas à les garder en France. Parallèlement à ça, nous avons une école aujourd'hui qui a de plus en plus de mal à transmettre les savoirs fondamentaux. Par conséquent, je pense que l'un des chantiers prioritaires pour la compétitivité de notre économie et de la France dans les prochaines années, c'est le redressement de l'école. Il suffit de voir l'effondrement de notre pays dans tous les classements internationaux, dans tous les classements PISA. En France, il doit y avoir 2 ou 3% des élèves qui surperforment en maths. Ça doit être 20 ou 30% dans des États comme Singapour. Je pense que les réformes qui ont été mises en œuvre sur la fin des maths dans le tronc commun, sur lesquelles on est revenu en catastrophe, c'est toujours en même temps, on fait quelque chose le lundi pour le défaire le mardi, ont des conséquences catastrophiques sur le niveau à l'école. Donc il faut redresser l'école, il faut mettre le paquet sur les savoirs fondamentaux.
Moi, je fais partie de ceux qui défendent le collège modulaire parce que je pense qu'il faut revaloriser les métiers manuels, revaloriser les filières professionnelles et que le collège unique, en l'état actuel des choses, était un outil qui a désincité nos jeunes à aller vers les métiers manuels. Donc, on a un capital humain qui est riche, mais il faut le défendre, il faut le protéger. Et si on pouvait garder nos talents en France, je pense que le pays s'en porterait mieux. Merci Jordan Bardella. François-Xavier Bellamy, c'est à vous. C'est court 2 minutes, oui. On est quand même dans un drôle de pays. Et derrière cette question des talents, il y a en fait un sujet immense et immensément grave pour beaucoup de chefs d'entreprise en France. Moi, je vais partout dans le pays et partout, j'entends des chefs d'entreprise qui me disent « j'arrive pas à recruter ». Depuis le petit restaurateur jusqu'à la grande industrie. C'est ça le grand cri de détresse des chefs d'entreprise aujourd'hui, ceux qui veulent se développer comme ceux qui veulent maintenir leur activité. Et pourtant, on a des millions de chômeurs en France. Alors, où est le problème ? Moi, je vois 2 actions urgentes à mener. La première, c'est qu'il faut redonner à la France le goût et le sens du travail. En France, on a 630 heures travaillées. On est les avant-derniers de l'OCDE, 630 heures travaillées par an et par habitant. Il n'y a que la Turquie qui fait moins bien que nous. La moyenne de l'OCDE, c'est 805. Donc il faut reconduire les Français vers le travail, il faut mieux rémunérer le travail, il faut sortir des impasses de notre modèle social qui est devenu un modèle antisocial. Et nous sommes ceux qui, à l'Assemblée nationale, avons proposé de conditionner, par exemple, le RSA, rien que ça, conditionner le RSA au fait de retrouver une activité de formation pour revenir vers l'emploi. C'est dommage que le Rassemblement national s'y soit opposé avec la France insoumise. Nous, ce que nous disons, c'est qu'évidemment, il faut absolument sortir de ce pari de l'assistanat que la France fait depuis trop longtemps. Et puis le deuxième enjeu majeur, c'est l'école. Et je le dis comme prof, ça fait 10 ans que je le dis, ça a été mon premier engagement public, alerter sur la crise de l'école qui est terrible aujourd'hui. Nos élèves sont les derniers d'Europe en mathématiques, les derniers. Et ce n'est pas un problème de dépenses publiques, parce que la vérité, c'est que nous sommes le pays du monde où les prélèvements obligatoires sont les plus importants et nous donnons le premier budget de l'État à l'éducation nationale. Donc il y a évidemment une faillite idéologique au cœur de notre école. Nous avons un jeune Français sur 5 à 18 ans qui ne sait pas lire correctement le français. C'est la statistique officielle. C'est la plus grande injustice et c'est la plus grande inégalité. Et moi, je ne pense pas qu'on s'en sortira puisque, Marie-Toussaint, vous parliez de l'enseignement public qu'il faut sauver. Je crois qu'il faut sauver le public. Mais je crois que sauver le public, ça ne veut pas dire, contrairement à ce que disent récemment un député LFI et un député Renaissance, sauver le public, ça ne veut pas dire, au fond, le public meurt, cassons le privé. Parce que c'est ça qui est aujourd'hui en train de se dessiner à l'hôpital, dans la santé, comme dans l'éducation nationale. Non, il faut au contraire rendre au public les chances de transmettre la culture et le savoir qui sont nécessaires aux générations futures. Et c'est l'urgence vitale pour notre pays, pour notre économie de demain, mais aussi pour notre démocratie, bien sûr. Raphaël Glucksmann, c'est à vous. Je vais vous demander à tous de bien vouloir vraiment respecter les 2 minutes, sinon je pense que nous sommes là jusqu'à 18h. Non, je m'y engage. C'est comme ça. Non, mais me faites pas rire parce que je perds mon temps là. J'ai du stress. Donc oui, évidemment, 1000 fois oui à la reconnaissance mutuelle des diplômes et même à la création d'un diplôme européen et à l'élargissement d'Erasmus+. Mais les talents, ça repose d'abord évidemment sur la formation qui doit être continue, sur l'école, vous en avez parlé. Mais moi, je veux juste rebondir et je reviendrai ensuite à la réponse que je voulais faire. Oui, il y a une crise profonde. Mais en France, les conservateurs sont en train de nous expliquer que la crise de l'école est liée à l'abandon de l'autorité telle qu'on la concevait autrefois. Eh bien, il faut regarder les pays où ça fonctionne. Je veux dire, on est encore une fois en France dans un débat abstrait et littéraire. On ne vit pas sur une île. On est dans un continent qui s'appelle l'Union européenne. Il y a des pays où le système éducatif fonctionne effectivement mieux. Comment font-ils ? Est-ce que c'est une histoire simplement de blues et de règles pour taper sur les doigts des élèves ? Non. Donc il y a d'autres choses qui se produisent en Finlande et ailleurs. Et donc il va falloir quand même un tout petit peu de rationalité. Je suis d'accord qu'il y a une crise extrêmement profonde. Les réponses à apporter à cette crise ne sont pas nécessairement celles que vous portez. Et moi, je veux souligner 2 points, parce que je suis d'accord avec beaucoup de choses. Vous avez vu, des fois au Parlement européen, des fois, pas toujours. 90%. Non, 80% le vrai chiffre. C'est vous qui avez dit 90% au début. C'était une fake news. C'était une fake news. Bon, ok, donc...
des fois, on est d'accord. Là, en l'occurrence, je parlais de ce que disait Marie Toussaint, mais c'est pas grave. Nous, c'est le record, hein, Marie et moi. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je veux dire, deux choses qui n'ont pas été mentionnées, au-delà de ce qui a été dit. La première chose, c'est les talents. Moi, j'aimerais quand même que vous disiez. Et j'étais interrompu, donc je continue 20 secondes. Oui, mais j'étais interrompu, et puis voilà. Bon, promesse non tenue, promesse de politique, c'est pas grave. Deux choses. Que vous disiez quand même ce que vous pensez un peu de tous ces slogans sur l'immigration zéro. Enfin, je veux dire, il y a un problème, quand même, d'une bataille culturelle qui est en train d'être gagnée par les tenants de cette théorie qui conduirait, là, en l'occurrence, sur cette question-là, à l'effondrement de nos économies et de nos sociétés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour reciter Aurore Lalucq, que j'aime beaucoup, c'est que les talents, c'est aussi les talents qu'on a niés et qu'on a oubliés et qu'on a mis de côté. Et moi, je veux saluer son combat pour la généralisation à l'échelle européenne de territoires zéro chômeur. C'est-à-dire des chômeurs de longue durée qui sont complètement en marge de la société et qui ont en réalité des talents et qu'on peut aller récupérer. Merci Raphaël Glucksmann. Valérie Hayes, c'est à vous. Merci, je voudrais faire une courte parenthèse parce que François-Xavier Bellamy m'a interpellé directement tout à l'heure. Je voudrais inviter François-Xavier Bellamy sur le nucléaire à chercher d'autres adversaires. Discours de Belfort du président de la République, alliance du nucléaire avec Agnès Pannier-Runacher, réforme du marché de l'électricité, SMR, etc. Donc pas de leçons à nous donner, s'il vous plaît, sur la question du nucléaire. Non plus sur la question du retour à l'emploi. Je vois Olivier Dussopt dans la salle. Le RSA avec les 15 heures d'activité, ça a été porté par cette majorité présidentielle et on est fiers aussi d'avoir contribué activement, évidemment, à soutenir les entreprises pour le retour à l'emploi. Sur la question des compétences, monsieur, oui, favorable à évidemment accélérer sur la reconnaissance des diplômes, c'est fondamental. Ce qui est fondamental également, c'est, on parlait de difficultés de recrutement que vous subissez tous les jours. Il y a de nouveaux modèles qui sont en train d'être créés à votre initiative. Je pense aux écoles de production. J'en ai chez moi, par exemple, dans mon département. Évidemment, il faut qu'on puisse soutenir l'apprentissage. Ça a été fait en France avec un développement massif de l'apprentissage. Et c'est l'une des clés pour vous permettre de recruter également plus facilement et de former les talents. L'Europe, évidemment, doit être un partenaire de la formation professionnelle. On a doublé les crédits Erasmus. On valorise l'Erasmus de l'apprentissage. On est un certain nombre ici à connaître Jean Arthuis dans cette salle qui est très mobilisé pour le développement de l'Erasmus de l'apprentissage. Les crédits aussi du Fonds social européen sont là pour accompagner à la formation professionnelle. Donc l'Europe, elle est là en accompagnement, elle doit être un partenaire de la formation professionnelle. Il faut aussi flécher et insister sur les enjeux de la transition environnementale et de la transition digitale. C'est ce qu'on a fait notamment sur le volet environnemental en créant les académies Net Zero dans le cadre du texte Net Zero Industry Act, c'est-à-dire que vous avez besoin de compétences pour engager la transition environnementale et l'Europe est là pour vous accompagner d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue de la formation, évidemment, d'un point de vue budgétaire. Merci. Merci beaucoup.